Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà avec Vincent. Salut Vincent. Salut. Donc Vincent est venu mettre des ruches au bord de mes parcelles de coriandre. Donc Vincent qui est apiculteur, et cette année tu me dis que c'était un peu la misère parce que les acacias ont gelé. Oui, il a fait un temps, il a fait en fait froid et sec en avril, et puis le mois de mai a été très pluvieux, et puis début avril, autour de, je sais plus, du 7 ou du 8, il a gelé un peu sur tout le quart sud-est et puis sur une bonne partie de la France, et ça a bien coupé la montée de sève des acacias, donc on n'a pas fait d'acacia du tout, et puis on n'a pas fait de miel de printemps non plus au mois d'avril, donc voilà, on essaie de trouver de la fleur qui donne du nectar et du miel, et c'est pour ça que j'ai amené des ruches cette année sur la coriandre. Donc chez toi, Gaël. L'année dernière, tu m'avais contacté, tu avais fait un petit essai, tu avais mis combien de ruches l'année dernière? L'an dernier, j'ai mis 2 ruches parce que tous mes ruchers étaient placés, et j'ai amené 2 ruches pour faire un essai. Je suis arrivé en milieu de floraison. Il a fait une petite semaine de temps très médiocre, donc les abeilles n'ont pas pu travailler. Ouais, c'est vrai. Et quand je suis revenu récolter, il n'y avait plus de fleurs sur la coriandre, mais les abeilles rentraient du nectar sur autre chose. Donc ça a été mélangé, ça a fait un petit peu de miel mélangé. Un miel qui était très bon, mais ce n'était pas représentatif du potentiel en fait mellifère de la coriandre. Donc cette année, j'ai ramené des ruches un peu plus tôt, un peu plus de ruches. Voilà. J'ai ramené un premier rucher de 21 ruches, donc qui a fait un peu de miel. On reconnaît bien la coriandre, donc c'est super, c'était une bonne surprise. C'est quoi, c'est la couleur? Comment tu vois? Au goût? Au goût. Ouais, c'est au parfum, ouais. Okay. Après j'ai amené un autre rucher du coup en voyant que ça marche, mais un peu trop tard. Ouais, un peu trop tard, voilà. Les chaleurs ont fait que ça, j'ai l'impression que c'est passé plus vite que l'an dernier. Mais voilà, donc là on va aller faire une petite visite ensemble pour voir et goûter. Et puis après je te laisserai repartir et moi je vais récolter avant d'amener les ruches aux lavandes. Ah, cool. Voilà. Donc là c'est fini, maintenant tu as eu le potentiel que tu voulais, tu penses qu'elles produiront plus de toute façon. C'est ça, là les fleurs, il n'y a plus assez de fleurs en fait, il y a une parcelle qui a bien grillé, et les 2 parcelles qui restent, on voit encore des abeilles dessus, mais la floraison des lavandes commence, et il faut que je quitte ici pour aller sur un autre potentiel mellifère, voilà, pour faire du miel de lavande. Présente-nous rapidement ton exploitation, tu as combien de ruches toi? J'ai 200 ruches en production, voilà, après 70-80 essaims tous les ans. Je produis, j'ai un parcours classique en fait, plutôt colza, miel de printemps, acacia, châtaignier, montagne, un peu lavande. Et puis comme j'aime le miel en fait, et voilà, c'est surtout comme j'aime le miel, j'aime faire des miels différents et essayer d'autres parcours que les parcours classiques. Ok, voilà. Cool. Si les personnes qui nous regardent veulent t'acheter du miel, comment on te contacte? Où est-ce qu'il faut aller? Je suis, par ici, je suis sur le marché de Romans tous les dimanches matins. Sur la place Maurice Faure, je crois. Après, je suis à Saint-Marcelin tous les 15 jours, Beaurepaire tous les 15 jours. Voilà. Et puis, je suis plutôt à la limite Nord-Drôme, Isère, quoi. Voilà. T'arrives à écouler toi-même tout ton miel? Oui, j'ai quand même alors c'est quand même une grosse partie de mon chiffre d'affaires, c'est les ventes en direct. J'ai une quinzaine de dépôts, magasins, épiceries, boulangeries, voilà. Et le bouche à oreille. C'est du boulot parce qu'en ce moment, tu habites à combien de bornes ici? Une cinquantaine de bornes? En kilomètres, je sais pas, mais je mets 1h15. Et je te vois tous les jours en ce moment. Ben, ça fait 3 jours que je viens, et puis en fait on fait des circuits pour suivre les ruchers, voir où est-ce que ça démarre, où est-ce que ça cale, où est-ce que ça s'arrête en fait. Et à cette saison, c'est vrai qu'on a un peu dispatché les ruches un peu partout. En début de saison, elles sont un peu plus près de l'exploitation, pour faire du tri, voilà, trouver les non-valeurs, trouver les belles ruches, voilà. Et après, elles partent en production sur les circuits, et c'est vrai que je tourne sur la Drôme, sur l'Isère, je vais en Haute-Loire, je vais sur le Vercors, à Montméran, et après les lavandes, c'est Sud-Ardèche, Sud-Drôme, Vaucluse, Châtaignier à côté de la maison. C'est incroyable. Tu fais combien de kilomètres par jour? Tu fais 500 km par jour? Quand même pas, mais des fois oui. Ça arrive à cette saison, comme les ruchers sont quand même assez éloignés, et que en fait les abeilles ont un potentiel de production assez impressionnant, ça peut être très rapide. Il y a 3 jours, j'étais sur le Vercors, il n'y avait rien dans les ruches, enfin rien dans les hausses. Je suis passé, c'est sur du tilleul, je suis passé le lendemain. Elles avaient rempli un tiers, voire la moitié de la hausse, quoi, de nectar. Donc ça, en fait, quand c'est le moment, quand les fleurs arrivent vraiment à donner du nectar, les abeilles ont une capacité d'amassage qui me surprend à chaque fois. Voilà. Là, ça fait quoi, 3 semaines qu'elles sont là? J'ai pas non, ça fait moins, ça doit faire
Ça doit faire une douzaine de jours, je pense. Ah oui. Ouais. Et tu m'as dit que tu avais regardé, pour l'instant, tu trouves qu'elles ont bien bossé dans ce... Oui. Alors, je les ai posées voilà, il y a une douzaine de jours. La coriandre était en fleurs. Je suis passé 2 jours après. Elle rentrait rien du tout. Les abeilles étaient sur les fleurs. Elle rentrait rien du tout. Et je suis repassé une semaine après. Et voilà, il y a plusieurs kilos dans chaque hausse. Donc, on va aller voir cool. et goûter. Donc, j'ai rajouté une deuxième hausse pour leur libérer de la place pour éventuellement, si ça continuait, qu'elle remplisse la deuxième. Et je suis passé hier et vraiment ça a calé. Il y a encore de l'activité, on voit les abeilles qui vont et qui viennent. Il y a encore des abeilles sur les fleurs, mais les fleurs commencent à être clairsemées sur la parcelle. La parcelle qui est un peu plus loin est complètement cuite. Parce qu'il y a 3 parcelles de coriandre, mais de toute façon tu me dis que les abeilles elles naviguent. Hein. Oui c'est ça, ouais. Les abeilles, si elles ont ça à moins d'1 kilomètre, c'est bien. Après, plus on est proche de la ressource, mieux c'est évidemment. Puisque l'abeille utilise ce qu'elle butine comme carburant. Ah oui. Donc si elle va faire le plein à côté de chez elle, c'est mieux qu'elle aille faire le plein à Paris, quoi. Forcément. Voilà. Ok. Bon, donc là on va voir ça. Tu me prêtes une tenue? Je te prête une tenue et puis on va regarder un peu les hausses, le miel et puis aussi le corps de la ruche pour voir un peu l'organisation de la colonie et voilà. C'est top, je suis vraiment content. Parce que l'année dernière je l'ai dit à Vincent, j'adore les abeilles, je ne connais pas du tout le truc. Je lui ai dit, quand on aura le temps, il faudrait que tu me montres comment ça fonctionne. Et c'est vrai qu'à chaque fois je te pose plein de questions parce que je suis très curieux. Non, c'est vraiment... c'est un élevage qui est quand même assez passionnant. Alors moi ça fait que quelques années que je suis dedans, mais même les anciens apiculteurs qui ont 30 ans d'abeilles, je pense qu'ils en apprennent quand même tous les jours. Ouais, c'est pas une sensation. Les abeilles nous surprennent, on arrive à comprendre évidemment et on arrive à maîtriser l'élevage, mais il y a toujours des imprévus, des choses qu'on ne comprend pas. Donc c'est un peu une leçon un peu d'humilité aussi de la vie et c'est un métier que les gens ne connaissent pas du tout, quoi. On va voir ça? Ouais, allez, c'est parti. Parce qu'il fait chaud là. Oh, mais il fait chaud dans cette voiture, oui. Qu'est-ce que tu as derrière ton pick-up là? C'est des hausses aussi? Ouais, c'est des hausses, ouais. Ok. Et qui sont pleines, vides? Qui sont vides, ouais. Ah, qui sont vides, ok. C'est des hausses qui sont vides. Alors là, toutes les deuxièmes hausses, tu verras, à mon avis, elles sont vides. Après, celles d'en bas sont pleines, donc ce que je risque de faire, c'est ça je le ferai après parce que ça bouge plus. Ouais. C'est d'enlever les pleines, de mettre la deuxième qui est vide. Ouais, on va s'équiper. De mettre la deuxième qui est vide à la place de la pleine. Ok. Et voilà, et s'il y a des hausses où il y en a un peu plus, et ben j'ai des vides de rame, quoi. Ok. Allez, on va s'équiper. Ça y est, j'ai mis la combinaison de cosmonaute, on part sur la lune avec Vincent. Tu aurais pu la laver, hein. Je vais allumer l'enfumoir. Faut mettre des gants ou pas? Tu pourras les mettre si tu veux. Après, ça craint rien? Non, mais si ça craint rien, ça craint rien. Qu'est-ce que tu mets dans ton enfumoir alors? Je le démarre avec de la paille ou du foin ou du journal, un peu de copeaux de menuiserie. Et puis après, je mets du granulé qui est là pour faire de la fumée. Ouais, c'est ça. Le granulé il permet de tenir le feu en fait plus longtemps. Ok. Je mets du foin ou de la paille parce que souvent quand on va en ruche c'est pour la journée. Il faut que l'enfumoir il garde le feu toute la journée, qu'on n'ait pas à le rallumer. Ah oui, d'accord. Okay. Alors des fois il s'éteint, tu vois, mais La fumée, tu m'as dit une fois, c'est pour les avertir que tu es là? Oui, la fumée, ça coupe un peu l'instinct d'alerte et disons que ça brouille leur communication sur l'alerte, sur l'inquiétude. D'accord, donc elles sont apaisées quoi. En quelque sorte, elles sont enfumées. Si tu préfères. Enfumées. D'accord. Et en fait, la fumée, ça les pousse au miel. Elles vont se nourrir. Quand elles sont enfumées, je pense que c'est un instinct qui date à l'époque où les abeilles vivaient dans les troncs d'arbres. J'imagine que quand la foudre tombait sur un arbre et que ça prenait feu, la seule chose qu'elles ont à faire, en fait, c'est d'aller faire le plein de miel peut-être avant de partir. Okay. Donc peut-être qu'elles ont gardé, c'est moi qui extrapole, hein. Ça me fait plaisir de penser ça. Peut-être qu'elles ont gardé cet instinct
d'aller prendre en fait la seule chose qu'elles peuvent sauver. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est de se remplir le ventre. Et une abeille qui a le ventre plein, c'est une abeille qui est plus calme et qui est plus douce. Ok. Voilà, parce que le début de saison là, où les abeilles crevaient de faim, c'était pas rigolo d'aller aux ruches. Elles étaient forcément, on les embêtait. Voilà, elles ont. Voilà, exactement. Ok, bon, moi j'ai l'air d'avoir bien fermé. Hop, hop. Les mains, tu m'as dit ça craint rien, on verra bien. Ça craint rien. Si je finis en éléphant man, non. Non, de toute façon j'ai la piqûre de secours. Ah ouais, t'as une piqûre de secours. Ouais, pas pour moi, mais enfin, pas pour moi j'espère, mais au cas où. Tu te fais piquer souvent? Oh, tous les jours. Ah ouais. Pas tous les jours, il y a des jours où on se fait pas piquer, hein, mais. Là je peux passer au milieu, ça craint rien? Ouais, tu peux passer au milieu. Ça fait drôle. Tu peux passer au milieu. On a presque envie de. On a presque envie de ne pas respirer, tu sais. Mais alors que ça craint rien quoi. Allez, on va regarder celle-ci. Donc un petit coup de fumée devant pour les prévenir. Attends, je vais rester de l'autre côté là-bas. Ouais, ou si tu préfères te mettre ici, peut-être. Je verrai mieux. Je vais me décaler. Ouais, et puis c'est bien de ne pas se mettre sur le. Ah, sur leur passage. Ouais, sur leur passage. Donc ça, c'est la deuxième hausse que j'ai installée. D'accord. Que j'ai posée une fois que la première était pleine. Donc elles en ont mis un petit peu, tu vois. Attends, tu le vois où le miel là? Le miel, il est ici. Il est dans les alvéoles. Ok, d'accord. Voilà. Ah ouais. Les alvéoles, c'est elles qui les font? C'est ça. Elles ont des glandes qui fabriquent la cire. Mais ça, elles l'ont déjà fait depuis hier? Non, les cadres, on les réutilise d'une récolte sur l'autre, d'une année sur l'autre, d'un apiculteur sur l'autre. Ok. Donc elles, ça ne les dérange pas de faire des alvéoles dans des cadres Enfin, de faire du miel dans des alvéoles qui ont déjà été faites avant? Non, exactement. Et ça leur, au contraire, ça leur évite même du travail. On va regarder, tu vois. Ah oui, là, elles ont fait plus d'alvéoles. Ouais, elles ont élargi les rayons parce qu'elles avaient besoin de place. Ok. Donc il faut pas trop enfumer parce que sinon on donne le goût de la fumée au miel. Ah oui, d'accord. Tu vois, ça c'est un joli cadre. Et toute cette cire blanche, c'est de la cire qu'elles ont construit récemment en fait. Ah oui, d'accord, c'est la cire neuve quoi. Et ça, c'est un joli cadre qui est plein de miel, quoi. Ah oui, on voit bien le miel à l'intérieur. Voilà. Waouh. Ça, c'est un cadre où il y a presque 2 kg de miel, quoi. Ah ouais. Et donc, si ça rentre beaucoup de nectar, quand tu couches ton cadre comme ça, quand tu le mets à la verticale, ça coule. Donc là, tu vois, ça coule encore un petit peu, mais parce que je le secoue. D'accord. Tu vois? D'accord, Donc d'accord. ça, c'est du nectar en fait. Ok. Donc c'est le nectar qui est produit par les fleurs. Et les abeilles vont le récolter, il coule, donc ça veut dire qu'il est frais, elles viennent juste de le rentrer. Et en fait, pour le transformer en miel, donc bon, elles se le passent et tout, de bouche en bouche, mais elles le déshumidifient. C'est pour ça que en fait, le nectar, il est à 80% d'eau et 20% de sucre. Ouais. Et elles le déshumidifient pour arriver au taux inverse, arriver à 80% de sucre et 20% d'eau. Ah ouais. Et le soir. Et donc ça devient du miel Et automatiquement. c'est comme ça que ça devient du miel. Ouais. Ok, c'est du nectar déshumidifié. C'est ça, complètement. D'accord. Et tu vois, sur ces cadres là, j'avais mis juste une amorce de cire, en fait une feuille de cire. Sur ce cadre, il y a des fils en métal au milieu. Et en fait, moi je colle une feuille de cire qui est sous cette feuillure tout le long. D'accord. Et elles construisent d'un côté et de l'autre. D'accord, donc ça, tu les as laissés construire. Donc ça, c'est deux cadres de l'année, tu vois. Ok. Pour augmenter le. C'est magnifique comme c'est tout ouais, parallèle. C'est propre, elles travaillent bien, elles sont trop fortes. Ils sont bien éduqués. Ouais. Il y a combien d'abeilles dans une ruche? En fonction des colonies, il peut y avoir de 20 000 à peut-être 60, 70 000 abeilles, quoi. Ah oui. Ah oui, il y a du monde. On va regarder un peu le corps de ruche si tu veux. Ouais. Pour voir comment ça se passe dedans. Ah, moi je suis comme un enfant là, c'est vraiment chouette ce qu'il est en train de nous montrer. Donc ça c'est une grille à reine. C'est une petite grille qui empêche la reine de monter. D'accord. Pour pas qu'elle ponde ici. Ah, donc la reine est forcément dans le bas de la reine. Elle est dans le corps de ruche, voilà, qui est en bas.
Les abeilles peuvent monter, déposer le nectar, okay. Mais on n'a pas envie que la reine monte pondre parce que sinon, parce qu'en fait, dans ces réos, nous on veut du miel, on veut pas des larves, quoi. Ce qu'on appelle le couvain. Okay. Les jeunes larves, les œufs. Donc, et là en bas, il y a de la jeune larve. Et là, ouais, en bas, tu vas voir, on va regarder. Donc, je décolle la grille à reine. Elles collent tout avec de la propolis. Hein. C'est leur enduit naturel, c'est une résine qu'elles vont chercher sur les arbres. Oh, là, il y a du monde. Hein. Et là, il y a du monde. T'as pas peur de les écraser? Ben, si, j'ai toujours peur de les écraser. Mais l'abeille, c'est un insecte qui reste souple, en fait. D'accord. Et même si tu la coinces et qu'elle reste coincée, et ben quand tu enlèves ton cadre, elle se décoince. Elle repart, voilà. Ok. Donc après on a l'habitude quand même de manipuler pour faire en sorte. Faut être quand même assez. Ouais. La fumée sert aussi à ça, à se libérer de l'espace où on met les doigts, à les garder en bas aussi pour pas qu'elles montent. Parce que souvent quand elles commencent à monter en pression, on a du mal à les faire descendre. C'est incroyable parce qu'elles viennent pas du tout se poser sur nous, quoi. Non, elles sont occupées. Ah ouais. Donc voilà, ça c'est un cadre qui héberge de la ponte. Donc je sais pas si on va voir sur ce cadre. Toute cette partie là qui est marron un peu clair, ce sont des abeilles qui vont faire des métamorphoses, qui sont sous une opercule en fait. D'accord. Alors là il y a du pollen, on voit pas bien, ça c'est des larves de mâle, on va essayer de prendre un autre cadre. Ah, les larves de mâle ne sont pas les mêmes? Non, tu vois, le mâle est plus gros, donc le sac de couchage est plus gros. Ah, c'est cool. Mais elles vont éclore quand ces larves? Ah, alors l'abeille de l'œuf à l'insecte adulte, il y a 21 jours. Ah, mais c'est rapide. À partir du moment où la reine pond, 21 jours après, on tombe sur la reine. Tu as trouvé la reine? Alors on a un copain aussi, un intrus qui se promène. Un intrus. Et la reine est ici, tu vois. Ah ouais, elle est carrément différente des autres. Elle est un peu plus longue et puis alors on leur met un point de couleur en fonction des années. On sait quel âge elle a. C'est si elle est de l'an dernier. D'accord. Donc elle, son job, c'est de pondre. C'est ça. C'est de pondre, exactement. Ok. Et c'est qui les mâles? Il y a des abeilles mâles et des abeilles femelles? Comment ça se passe? Alors il y a effectivement il y a les deux. Enfin il y a les abeilles mâles. La reine, je l'enferme dans une petite cage pour pas l'écraser. Ah, ok. Et tu le remettras à la fin? Je la remettrai à la fin. Là il y a une abeille qui est en train de naître ici, tu vois. Ah ouais, on va bouger. Elle est en train de grignoter son opercule et elle va sortir. Voilà. Sur ce cadre, il y a des œufs, mais à la caméra, on aura du mal à les voir. Je vais essayer de trouver un cadre où il y a des larves. Bon, en tout cas, merci Vincent pour la découverte. Je suis vraiment très content. C'est avec plaisir. Alors là c'est pareil, c'est plutôt des œufs. Oh, il y a du monde. Et du coup, dans les parties basses, elles font pas de miel? Si, elles en font pour elles, mais c'est pour plutôt elles. Sur le... Ouais, toi, tu leur prends pas? C'est ça, le bas, on n'y touche pas, quoi. Déjà qu'on leur prend beaucoup. Alors en fait, si tu veux, l'Organisation spatiale du nid, nous, c'est une boîte carrée. Hein. C'est une boîte carrée avec des cadres. Ouais. C'est parce que ça nous permet de déstructurer le nid facilement, sans l'abîmer et de le ranger. Ouais. C'est un peu comme un tiroir en fait. Ok. Parce que les abeilles, si on les mettait juste dans une boîte, hein, dans une caisse, une ruche comme ça, elles ne construiraient pas tout droit. Hein. Elles feraient des rayons droits, puis elles feraient des virages, et puis voilà. Et là, le fait d'avoir des cadres, c'est que ça permet, tu vois, de sortir un rayon, de regarder ce qui se passe et de reposer, quoi. Ok. Donc l'Organisation spatiale du nid, c'est pas un cube, hein. C'est plutôt sphérique. Ouais, parce qu'on voit que ça fait une forme de rond, de toute façon. Au centre, tu as le nid à couvain. Le couvain, c'est les larves, c'est la nurserie, c'est là où la reine pond. D'accord. C'est où il y a les jeunes abeilles qui vont naître. Au centre, tu as une sphère de nid à couvain. Donc en fait, il faut s'imaginer que là-dedans, il y a une sphère, mais qui est en tranche. Hein. Ouais. Une sphère de couvain. Après, les abeilles, elles font autour une sphère de pollen. Alors là, on voit pas trop de pollen sur ce cadre. Mais autour, des fois, tu as une auréole de pollen. Parce que les jeunes abeilles, elles vont manger le pollen. D'accord. Donc c'est bien que la nourriture soit à côté. Et après, autour, il y a une sphère de miel qui sert à nourrir. Le miel, c'est l'alimentation de l'abeille. Ouais, en fait. ok. C'est sa nourriture. Qu'on lui pique un peu, quoi. C'est ça, on peut dire ça. Mais disons qu'elle stocke le miel, qui est sa réserve de nourriture pour la saison et pour l'hiver. Elle le stocke à l'extérieur. Comme ça, elle n'a pas de contrainte d'expansion, si tu veux.
D'accord. L'abeille a un instinct d'amassage. Il faut qu'elle amasse du miel pendant la saison pour survivre l'hiver, Ouais. et pour redémarrer la saison d'après. Donc le but de mettre le miel à l'extérieur, c'est-à-dire que si elles rentrent beaucoup de miel, les abeilles elles vont construire, et elles vont mettre le miel autour, qui fera un peu en quelque sorte un isolant en plus, quoi. D'accord. Alors que si elles mettaient le couvain à l'extérieur et le miel au centre, au centre, une fois que c'est plein, elles peuvent plus grandir. Elles peuvent plus grandir, quoi. Donc voilà. Okay. Donc voilà. Ici, on verra peut-être un peu mieux. Là, on voit. Regarde, on peut faire comme ça. On peut alléger un peu en abeille. Ici, on voit bien les différents stades. Si tu regardes au fond, tu as des asticots. Alors, ce sont les larves. Alors, ton micro touche ma main. Alors, c'est pas désagréable, mais il y a différents stades de larves. Et plus tu vas te rapprocher du couvain, plus les larves sont un peu plus grosses. Là, c'est un peu plus gros, elles tiennent un peu plus de place. Et puis après, au 9e jour, les abeilles, elles ferment l'opercule. En fait, elles ferment avec de la cire l'alvéole, avec une opercule, comme une opercule de yaourt. Et au 9e jour, et sous cet opercule, la larve va faire des métamorphoses. Et après, au 21e jour, elle va grignoter son opercule et sortir. Et ça fait une jeune abeille, quoi. Et elle rentre la tête dedans? Elle rentre la tête dedans, mais peut-être qu'elle est peut-être en train de déposer du nectar aussi, tu vois. D'accord. Voilà. En fait, elles pondent au centre en premier. La reine pond, c'est ça. La reine pond. La reine pond. Elle va commencer à tourner. Elle va pondre une génération. Après, elle va s'écarter. Enfin, elle va changer de cadre. Elle va pondre une autre génération, changer de cadre, pondre la même génération, mais changer de cadre. Et après, une fois que, si tu veux, tu as un camembert qui est pondu, et elle va pondre autour, quoi. Donc là, tu as une génération ici. Donc c'est operculé, donc ça a au moins 9 jours. Et après, là, tu as une autre génération qu'elle a pondu. Les larves, elles ont les opercules, c'est pas la reine qui les fait? Non, c'est les abeilles. La reine, elle fait que pondre. Les autres, elles savent que l'œuf, il a 8 jours, 9 jours. C'est impressionnant. Elles savent tant de choses. Elles sont plus fortes que nous. Elles savent quand les larves sont malades, elles font monter la température comme nous quand on a de la fièvre. Ah ouais. En fait, elles sont sur Terre depuis 130 millions d'années. Donc elles ont réussi à s'adapter. À s'adapter, ouais. Et j'espère encore pour longtemps. Donc là, on voit une ruche. Voilà, ça a l'air simple. Ça a l'air bien organisé. Mais souvent les gens s'imaginent que l'apiculteur il met des abeilles dans une boîte et puis il vient voir quand il y a du miel. Mais ça, c'est des colonies. Ça a été du travail pour obtenir des colonies comme ça, du travail qui a commencé l'an dernier, parce que ça, c'est une reine de l'an dernier. Donc, c'est comme un élevage. On a des souches, on a des reines sur lesquelles on utilise la génétique, on crée des nouvelles colonies. Les reines, tu les achètes? On les fait grossir. Non, je les achète pas. J'élève des ruches qui servent à élever des reines. D'accord. Voilà, tout ça, c'est des cadres. Quand toutes ces abeilles-là, un cadre comme ça, en fait, quand les abeilles naissent, ça équivaut à 3 cadres. Ça recouvre 3 cadres d'abeilles. Ah oui. Donc souvent, on caractérise la puissance d'une colonie par le nombre de cadres où tu as du couvain. D'accord. Voilà, c'est comme ça que c'est un peu un barème ou une note, je sais pas comment dire ça, mais disons que notre but à nous, c'est de faire grossir des colonies le plus tôt possible et dans les meilleures conditions possibles pour avoir des colonies qui arrivent sur 7 ou 8 cadres où tu as du couvain comme ça, le plus tôt possible. Parce que là, on voit qu'il y a du monde. Voilà, parce que une colonie où tu n'as que 3, 4 cadres d'abeilles comme ça, il y a peu de chances qu'elles produisent en fait. Pour que tu vois, une ruche te fasse en une semaine une hausse de miel, il faut que tu aies une colonie qui soit vraiment développée. Ouais, il faut de la puissance. Plus tu as de monde, plus elle est puissante. Ouais, c'est ça. Et il faut que tu aies une reine en bonne santé, il faut savoir, il faut réussir à voir si ta reine est en bonne santé, si ta colonie n'a pas de maladie, si ta reine est dynamique. Est-ce que la reine, elle va sortir ou est-ce qu'elle reste à l'intérieur? La reine, elle sort. Alors, une fois qu'elle. Si la reine, elle naît dans la ruche. Et donc, elle naît dans la ruche, elle est vierge. Donc, il faut qu'elle sorte. Parce qu'en fait, la fécondation se fait à l'extérieur par les mâles. Okay. Donc, la reine va. Alors, je suis pas un spécialiste vraiment de la biologie pointue, mais la reine va sortir peut-être une fois, peut-être 2 fois, pour faire un vol d'orientation. Déjà pour savoir où est-ce qu'elle est. D'accord. Parce que faut qu'elle sache revenir à sa ruche. Une fois qu'elle a fait son vol d'orientation, qu'elle sait où elle va faire
un vol de fécondation. Elle va sortir, elle va aller sur une zone où il y a plein de mâles qui attendent que ça, c'est de trouver des reines pour les féconder. Ok. Donc elle va aller sur une zone de regroupement de mâles. Alors des fois quand il y a beaucoup de ruches, les mâles entre guillemets ils l'attendent presque à la sortie, mais elle va se faire féconder par une dizaine de mâles. En fait elle remplit sa spermathèque, son abdomen de sperme qu'elle va utiliser toute sa vie. Ah oui. Donc elle sort une fois et elle va se faire féconder pour toute sa vie. Donc il ne faut pas qu'elle se fasse gober par une hirondelle ou qu'il y ait un accident parce que... Sinon la ruche est foutue. Sinon la ruche, ouais, à ce stade-là souvent elle est foutue. Après nous des fois on arrive à intervenir mais des fois on peut rien faire. Tu t'en rends compte toi s'il y a une ruche qui a plus sa reine? Oui. On voit s'il y a des œufs. Déjà, on peut le sentir même à la colonie. On peut le sentir en regardant l'entrée. L'activité en fait. L'activité, si elle rend du pollen, si tout va bien, si les abeilles sont pas trop. Après, des fois, on se trompe évidemment. Mais il y a pas mal de signes, bien sûr, d'extérieur. Après, on regarde sur les cadres. S'il y a de la ponte, on sait qu'il y a une reine. Oui, s'il y a des œufs, on arrive à reconnaître des œufs de 1 jour, de 2 jours, de 3 jours. D'accord. Voilà, parce qu'ils ont une position différente dans l'alvéole. Mais voilà, donc la reine sort, se fait féconder, elle re-rentre dans la ruche, elle revient dans la ruche, et mais on pourra en parler des heures parce que... C'est génial, c'est passionnant. Et en fait, pendant toute sa vie, elle va utiliser cette réserve de spermatozoïdes pour pondre des œufs qui vont être fécondés. Et la reine en pleine saison, elle peut pondre 2000 œufs par jour, quoi. Donc vraiment, en début de saison, elle va commencer quand les jours rallongent, petit à petit pondre de plus en plus, et puis après... Évidemment, sa ponte est stimulée par son état de santé. Donc si les abeilles ont de la ressource à l'extérieur, ont des pollens différents, des nectars différents et en quantité suffisante, et ben, les abeilles vont insuffler cette dynamique à la reine, elles vont plus la nourrir. Donc une reine qui est bien nourrie, c'est une reine qui va se dire bon, tout va bien, les abeilles rentrent à manger, je vais pondre parce que c'est le moment. Voilà. Donc, elle sent qu'il y a du monde qui bosse pour elle. C'est pour ça que des saisons comme ça, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas de dynamique. Les abeilles sortent pas. La colonie, elle prend pas de dynamique en fait. Les abeilles elles sortent pas, ça rentre pas. La reine, elle a pas envie de pondre et c'est normal. Elle va pas augmenter sa population. Alors qu'elle sait pas s'il y aura à manger pour tout le monde. Alors qu'elle sait pas s'il va y avoir à manger pour tout le monde effectivement quoi. Donc voilà, ça n'a pas été évident et c'est vrai que pendant 1 mois ou 2 mois où tu n'as pas de dynamique, on a été obligé de nourrir les colonies pour qu'elles survivent. Parce qu'une colonie comme ça, à cette saison, ça consomme 500 grammes de miel par jour, quoi. Ah ouais. Voilà, donc ça consomme. Hein. Ah ouais. Les gens disent mais l'abeille elle mange quoi? Mais l'abeille elle mange du miel. Donc si tu veux, une colonie comme ça, elle reste 1 semaine. Les abeilles restent 1 semaine sans sortir, elles vont vider tout ce qu'il y a dedans, quoi. C'est sûr. Et elles attendent qu'une chose, c'est de pouvoir sortir parce qu'elles commencent à avoir envie de casser la croûte, quoi. Ouais, c'est sûr. Et elles commencent à stresser parce qu'elles peuvent mourir de faim, quoi. Donc on a été obligé de nourrir pour les garder en vie. Et après, le nourrissement sert aussi parfois à amorcer un dynamisme, à les stimuler un petit peu quand même parce que s'il fait beau du jour au lendemain, et que tes abeilles elles ont rien glandé, elles étaient fatiguées, elles n'avaient rien à manger, au moment où il faut aller où il faut sauter sur les fleurs parce que la floraison ça dure pas longtemps. Seront pas en si forme. tu as une colonie qui est sur 4 de couvain et les abeilles grelottantes qui se promènent, toi tu fais pas de miel et puis elles ne peuvent même pas se nourrir, quoi. Mais oui, c'est sûr. Voilà. Donc tu m'as dit que tu transhumais de nuit parce que la nuit elles sont toutes dans la ruche. C'est ça. Les abeilles s'orientent avec la lumière et sortent ont une activité le jour parce qu'elles y voient. Et la nuit elles rentrent toutes. Donc le soir, ou il y en a qui font ça le matin tôt, moi je fais ça plutôt le soir. Quand tout le monde est rentré, on peut déplacer les ruches ailleurs. Et le lendemain, elles vont se réorienter, régler leur GPS pour retrouver leur ruche et puis explorer les environs, quoi. D'accord. Ouais, elles savent tout de suite qu'elles sont plus au même endroit, quoi. C'est ça, ouais. Par rapport à l'orientation du soleil et puis par rapport aux champs, aux arbres, aux routes, tout ça, elles le voient. Hein, ça a une vision comme l'être humain, l'abeille? Non, ça n'a pas une vision comme l'être humain, mais ça a quand même une capacité d'orientation et de... comment dire, Elles se repèrent dans l'espace beaucoup mieux que nous. Ouais, c'est ça, ouais, complètement. Ouais. Tu peux ça va très vite. Tu peux déplacer un rucher, à 8h du matin les abeilles vont sortir, à 10h elles vont rentrer les premiers pollens, quoi.
Ouais, d'accord. Elles ont capté le truc. Elles vont trouver où est la ressource et ça rentre très vite, quoi. Elles ont capté le truc. Donc tu vois, ça c'est le cadre de rive et il est plein de miel. Donc là, il y a... voilà, il y a... Donc là, il n'y a pas d'œuf. 2 ou 3. Non, il y a un peu de larves en haut, de mâles, okay. Tu vois. Celle-ci, elle a du pollen sur ses pattes, tu vois. Ah ouais. Le pollen, c'est la source de protéines. Voilà. Un joli pollen jaune. Donc ça, c'est un joli cadre de miel. Pollen, mais pour faire du miel, il y a besoin de nectar, tu me dis. Hein. Voilà, le miel, c'est ça, c'est du nectar déshumidifié. Et le pollen, c'est la nourriture des larves. Elles font de la bouillie, miel, gelée royale, miel et un peu de pollen. Et puis les jeunes abeilles aussi peuvent manger du pollen, quoi. D'accord. C'est leur source de protéines et après le miel, c'est leur carburant, c'est le sucre, quoi. Bon, ta petite reine, elle veut que tu la relâches. Hein. Ouais, on va la relâcher. On va ranger les cadres. Ok. Tu vois, c'est comme un livre un peu. Hein, on décale. Et puis alors pour ceux qui veulent s'initier à l'apiculture, c'est super important de savoir manipuler. Voilà, c'est très simple. Hein, il suffit de décaler quelques cadres comme ça pour se libérer la place, pour qu'il y ait assez d'espace pour en sortir un. Et oui, pour pas leur faire mal. Voilà, alors on peut faire rouler un peu comme ça, parce que l'abeille c'est souple, hein, au moins on n'en écrase pas. Et on peut sortir un cadre. Et après, ce cadre-là, soit vous le donnez à un collègue, soit vous le posez à côté de vous pour pas qu'il tombe. Et là, pour le coup, vous avez beaucoup plus de place dans la ruche pour décaler les cadres les uns après les autres. Et est-ce qu'il faut vraiment le remettre à la même place? Il faut les remettre à la même place. Ouais. D'accord. Il y a une organisation. Si je le tourne, c'est pas très grave. Hein, mais d'accord. Bon, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, là, on en voit une qui est en train de sortir de son alvéole. Ah oui, bienvenue au monde. Et à côté d'elle, il y a aussi une jeune. Tu vois, elles sont plus blanches. On voit qu'elles sortent de l'œuf. Oh. Et à partir de demain, elle est au boulot? Ouais, même dès qu'elle sort, voilà, elle va attaquer. Ah ouais, d'accord. En fonction de leur âge, elles ont des rôles différents dans la colonie. Et ça vit combien de temps une abeille? Une abeille en pleine saison, ça vit 1 mois, 40 jours, parce qu'elle bosse à fond, elle d'accord. À fond. Après les abeilles d'hiver, elles naissent plutôt à partir du mois de septembre, octobre. D'accord. Et celles-ci, elles vont rester jusqu'au mois de mars en fait, dans la colonie, dans la ruche, pour consommer le miel qui a été amassé par les butineuses d'été. Et le fait de consommer ce miel, ça va leur permettre de chauffer le nid et de passer le relais en fait. Ouais, d'accord. Elles sont là pour la conservation, quoi. C'est ça, elles passent le relais, elles passent le flambeau. Elles ne vont jamais aller chercher du Un nectar. peu en début de saison. D'accord. Février-mars, il y a des belles journées, elles vont commencer à enclencher le relais, à réenclencher le processus d'élevage, en allant chercher du nectar, en allant chercher les premiers pollens, pour que la reine recommence à pondre. Elles vont réélever les jeunes, hein, elles vont faire les nourrices et elles vont en fait elles vont passer le relais, quoi. D'accord. Et après elles vont mourir. Après avoir passé le relais. Relâcher la petite reine. Voilà. On va laisser repartir. Retourne pondre, ma jolie. Je vais l'attraper et puis. Elle n'a pas envie de s'envoler là, de toute façon. Non, elles peuvent s'envoler. J'ai pas trop envie, mais elles sont tellement alourdies par leur abdomen qui est plein d'œufs que voilà. Elle rampe et elle repart au fond. Merci Vincent pour toutes tes explications, je vais te laisser travailler. Donc maintenant tu me dis que tu allais récolter le miel, les hausses en fait? Oui, c'est ça. Je vais récolter les hausses, donc je vais la deuxième hausse que j'ai rajoutée qui est vide, je vais la mettre à la place de la pleine. Ok, donc elles vont travailler dans celle-là maintenant? C'est ça, elles travailleront dans celle-ci sur les lavandes. Et dans celle qui est pleine, donc elle est pleine de miel mais elle est pleine d'abeilles, donc je vais chasser les abeilles en fait. Pour les faire partir. Moi je veux juste amener le miel à la miellerie, les abeilles qui sont dedans il faut qu'elles restent dans leur ruche. Donc comme j'ai beaucoup de ruches et qu'il faut quand même aller vite, j'utilise un souffleur à feuilles pour chasser les abeilles avec le vent. Ok. Ça les fait partir. Quelque chose d'électrique alors? Oui, il est thermique mais thermique, il y a des électriques aussi. Hein. Et après elles rejoignent leur colonie, elles savent se repérer donc elles reviennent à la colonie. Quoi. Voilà. Okay. Après quand on n'a pas beaucoup de ruches on peut récolter à la balayette ou en tapant les cadres pour chasser les abeilles, en mettant les cadres dans une hausse qui est fermée pour éviter que d'autres abeilles veuillent venir manger du miel en fait. D'accord. Comme là il y en a quand même pas mal à récolter, il faut que ça aille quand même assez vite pour éviter le pillage, parce que les abeilles peuvent avoir tendance à se piller les unes les autres.
Ah oui, d'accord. Après ça devient un gros bazar, ça peut déclencher l'agressivité, enfin voilà, faut être efficace quoi pour les récoltes. Voilà. Ok, cool. Et après, une fois chez toi, tu extrais le miel de ces cadres? C'est ça. Une fois que j'ai ramené les hausses à la mielerie, alors je vais pas le faire tout de suite parce que faut que j'aille sur d'autres ruchers et tout, j'ai les transhumances qui continuent. Mais voilà, après on extrait le miel à la mielerie. C'est quoi, c'est des centrifuges? C'est ça, c'est une grosse centrifugeuse on place les cadres dedans, droit, et en tournant par force centrifuge, ça chasse le miel sur les... C'est un gros fût, hein, un extracteur. Hein. Ça chasse le miel sur les parois, il coule au fond, après il y a un robinet, donc on soutire le miel, on le filtre, on le laisse décanter dans des maturateurs, dans des bidons alimentaires, et puis après on le reprend pour le mettre en pot. Quoi. Voilà. Ok, bon, c'est quand même beaucoup de job. Oui, c'est un job comme le tien, c'est cool. Comme tous les métiers, voilà, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, et donc c'est avec plaisir que voilà, j'espère que je vous ai fait un peu découvrir comment ça se passe. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. C'est avec plaisir. Écoute, je te laisse travailler. Allez, c'est parti. A plus, Vincent. A plus, salut. Ciao. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Si ce n'est pas encore fait, je propose de vous abonner. Bah, oui, comme je sais que vous êtes un peu flemmard, je vous mets un petit lien par là ou par là. Allez, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.